Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus, il est 13 h. Vous êtes ici au bon endroit pour suivre toute l'actualité de cette journée, dont voici les titres. Durant la pandémie de Covid-19, la solidarité s'organise comme à la Croix-Rouge qui a lancé un numéro d'appel à destination des plus démunis. Immersion à suivre. Dans ce journal, nous serons également en Espagne, pays, vous le savez, très durement touché par la crise sanitaire. Notre correspondante à Saragosse, Alba Gracia Lopez, nous en dira plus. Plus proche de nous, à Marseille, la vie reprend un peu plus son cours, sauf pour les restaurateurs et cafetiers qui sont en grande détresse. Vous allez le voir. Enfin, Clément Ribeiro nous emmènera dans les coulisses du Stade français, très endeuillé après la mort du rugbyman Christophe Dominici. Le monde sportif par ailleurs qui voit un peu plus le bout du tunnel sanitaire après des moments difficiles. Mais tout d'abord, je vous le disais en titre, la Croix-Rouge française a lancé un service de soutien psychologique par téléphone, un numéro gratuit qui existe depuis le premier confinement. Alors s'il reçoit aujourd'hui moins d'appels, la détresse, l'angoisse et le besoin de parler sont eux toujours bien présents. Lucas Jeanne s'est rendu pour nous au siège de l'association à Montrouge dans les Hauts-de-Seine. À Montrouge, au siège de la Croix-Rouge, une plateforme d'appel solidaire lancée lors du premier confinement est très sollicitée. À l'écoute des citoyens, fortement impactés par le confinement, les bénévoles œuvrent chaque jour pour leur offrir des solutions. Je lui dis que tu la rappelles ? Ok. Elle était en voiture, mais elle m'a dit qu'elle voulait bien te parler. Donc, ok, et ouais, je la raccroche tout de suite. Merci. Ici, comme partout ailleurs, les gestes barrières ne sont pas oubliés. Gel, masques sont donnés aux bénévoles afin d'assurer leur sécurité. Vincent, bénévole à la Croix-Rouge depuis 1 an, nous présente la plateforme Croix-Rouge chez vous. Chez vous, c'est une plateforme qui permet une conciergerie et livraison solidaire pour les personnes isolées en cette période de confinement. Généralement, c'est des personnes âgées ou bien des personnes en situation de handicap. Nous proposons des livraisons gratuites, mais les commandes sont payantes. Les livraisons sont assurées par des bénévoles de la Croix-Rouge et c'est en général 6 jours sur 7. Aux alentours d'une centaine d'appels par jour, ce dispositif témoigne donc d'un isolement de plus en plus renforcé d'une partie de la population. N'hésitez pas à appeler le numéro de Croix-Rouge chez vous. Si vous êtes isolé, si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, n'hésitez pas à appeler ce numéro pour que la Croix-Rouge puisse vous livrer. Face à une forte demande, la date de fermeture de la plateforme, initialement prévue à la fin du premier confinement, a été reportée. L'Espagne est l'un des États d'Europe les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus, ayant totalisé plus de 45 000 morts depuis mars. Et le pays de Cervantes n'aura malheureusement pas réussi à échapper à une deuxième vague très forte. Toutefois, grâce à des mesures de restriction strictes, les chiffres sont à la baisse et le confinement a pu être levé, notamment dans le nord de la péninsule ibérique. C'est là que nous retrouvons à Saragosse notre correspondante Alba Gracia Lopez. Alors Alba, l'épidémie en Espagne semble donc avoir marqué le pas. Bonjour Julien, nous voilà en Espagne dans la région d'Aragon et plus précisément dans la ville de Saragosse devant l'emblématique basilique du Pilar. Ici, la situation est complètement différente à celle que les Français ont vécue ce dernier mois. La péninsule ibérique a préféré laisser le choix aux différentes régions de confiner ou non leurs habitants. Lorsqu'on parle de confinement en Espagne, il faut préciser qu'il s'agit d'un confinement périmétral. Les personnes peuvent sortir de leur domicile mais ne peuvent plus dépasser les frontières établies par les régions sans justificatif. Regardez justement un reportage que j'ai réalisé ce matin dans les rues de Saragosse. Le 27 octobre, le président de la région d'Aragon annonçait le confinement de la région et des 3 villes principales, Huesca, Saragosse et Teruel. Personne ne pourrait rentrer et sortir sauf en cas de justification. En plus de cela, la région d'Aragon a fixé un couvre-feu de 23h à 6h du matin et a obligé la fermeture des bars, restaurants et magasins dispensables à 20h. Cependant, les écoles et universités sont restées ouvertes. Grâce à cette décision, la région d'Aragon a réduit l'incidence de la Covid-19 de 70% par rapport au pic enregistré fin octobre.
Jeudi dernier, la conseillère Sira Repoyes a confirmé durant une conférence de presse que le gouvernement d'Aragon mettrait fin au confinement périmétral le 30 novembre. Nous avons eu la chance de rencontrer une jeune Française faisant ses études à Saragosse qui va nous expliquer quel a été son ressenti durant ce mois. Bonjour Maria, alors comment avez-vous ressenti ces mesures de restriction? Bonjour Alba. Alors en effet, ce mois de novembre a été un peu différent pour nous, vu que tout fermait à 20h, mais on avait quand même la possibilité d'aller en cours, de rendre visite à notre famille, de voir nos amis, tout en respectant les gestes barrières bien sûr. Mais je pense que la gestion du Covid à Saragosse montre qu'il y a quand même d'autres alternatives pour réduire le nombre de cas sans trop nuire à l'économie ou encore à la culture. En France, les restrictions mises en place ont certes permis de réduire le nombre de cas, mais elles ont eu un très fort impact sur l'économie du pays. Je pense que la sortie de cette crise va être très compliquée, je suis quand même un peu inquiète. Merci beaucoup Maria pour ces quelques mots. Adiós. Adiós. Bueno, ¿qué tal llevas las clases de Derecho? Muy bien, empecé en Código Penal y el 18 en examen. Voilà Julien, vous avez tous entendu la parole de cette jeune étudiante. Moi, de mon côté, je vais profiter d'être ici pour faire un peu de tourisme, prendre l'air et que sais-je, apprendre un peu d'espagnol peut-être. Bien sûr, toujours en respectant les gestes barrières. Je vous remercie Alba pour toutes ces précisions et ces belles images qui font voyager. On en avait tant besoin en ce moment. Je vous souhaite du coup de belles vacances à Saragosse. Quelle chanceuse. Bon, nous revenons en France et plus précisément à Marseille où vous le savez comme partout dans le pays, le confinement dure toujours même si de nombreuses restrictions ont pu être levées. Tous les commerces ont notamment réouvert à l'exception des restaurants et des bits de boissons. William Watnin. Alors que Marseille fut la destination préférée des Français cet été, notamment due à une restriction de voyager à l'étranger, les bars, les cafés et les restaurants ont dû faire face à des demandes de fermeture prématurée de la part du gouvernement. Avec la mise en place de la phase 2 à compter du 15 décembre, les Français auront la possibilité de parcourir la France, d'accéder à des sites culturels tels que les musées et les théâtres, mais aussi de procéder à des activités extrascolaires. Pour ce qui est du domaine de la restauration, il faudra attendre le 20 janvier, si et seulement si la situation sanitaire en est favorable. Cela fait presque 3 mois que les citoyens de la cité phocéenne n'ont pas eu accès à une terrasse et que les professionnels de ce domaine n'ont pas pu exercer proprement leur métier. Nous nous retrouvons avec Alain, 56 ans, patron d'une brasserie dans le fameux quartier touristique de Malmousque. Le premier confinement, ça s'est très mal passé parce qu'on était carrément fermé. Donc tout le monde a eu peur de la maladie parce que je pense que c'est très grave, donc il faut suivre quand même certaines consignes. Et bon, le deuxième confinement, on a réussi à faire un peu des emportés. Donc on végète. Et ça fait très mal parce que pratiquement tous les employés sont en chômage partiel. Les commerces carrément fermés, alors pour eux c'est dramatique. Pour eux c'est dramatique parce qu'ils vont se retrouver avec des loyers en retard de 6 mois. Et il y en a qui ne pourront pas s'en remettre. Donc ils vont tout perdre. Tous les acquis qu'ils ont eu, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ils vont tout perdre, c'est désolant. C'est désolant pour ceux qui vont tout perdre et vraiment je suis le tout cœur avec eux parce que j'aimerais pas être en place. Avec une baisse de cas de Covid dans la région et la mise en place d'un probable vaccin d'ici les prochaines semaines, les Marseillais n'attendent que le feu vert du gouvernement pour retrouver leurs établissements préférés. Une lueur d'espoir pour le sport désormais, alors que la fin du confinement est prévue à la mi-décembre, les joueurs ont retrouvé le chemin des stades pour des matchs sous haute surveillance. Ils en avaient bien besoin après la mort du rugbyman Christophe Dominici. Notre journaliste Clément Ribeiro nous emmène dans les coulisses du stade français, partagées entre deuil et espérance. Chez les espoirs du Stade français Paris, le confinement n'est pas de tout repos. En effet, considérés comme sportifs professionnels, ils ont pu continuer leur activité librement au cours de ce deuxième confinement. Nous allons nous plonger dans la préparation du déplacement des espoirs parisiens à La Rochelle pour le match de la 3e journée du championnat. Nous avons pu interviewer au cours de cette semaine un des joueurs, Valentin Bengerbi, qui a répondu à notre question sur le déroulement des entraînements en cette période de pandémie. Alors pour les entraînements, c'est très strict. Avec le Covid, on doit faire attention. On est en mini-groupe pour la muscu, généralement pas plus de 10. Il y a certains qui sont immunisés, donc ils ne s'entraînent même pas avec nous concernant la muscu.
Pour les entraînements, on est tous masqués au moins avant l'entraînement, pendant des réunions telles que les vidéos, etc. On a des tests Covid une fois par semaine et 2 si jamais il y a un cas. C'est cas extrême, on va dire. Dans les autres restrictions, par exemple pour les matchs, quand c'est à domicile, c'est à huis clos. C'est-à-dire qu'avec le staff, à la limite les blessés et l'équipe adverse. Et quand on se déplace, on essaye de bouger en train si on peut, sinon c'est en bus, toujours avec les masques. Pour les logements, on est souvent logé dans des hôtels. Nous avons ensuite pu suivre l'équipe à La Rochelle, où ils avaient un match important face au deuxième de la poule. Les joueurs du Stade français ont arboré pendant le match un brassard noir sur le bras droit, en hommage à Christophe Dominici, la légende du club et du rugby français décédé la même semaine. Après une entame de match compliquée, où les espoirs parisiens encaissent 2 essais lors des 2 premières offensives rochelaises dans les 10 premières minutes du temps de jeu, les Franciliens réussiront à rattraper leur retard grâce à 3 essais, dont 2 en deuxième mi-temps. Ils s'inclineront finalement sur le score de 26-15 en faveur des Rochelais, après un match plaisant avec des intentions offensives des deux côtés. Les jeunes Parisiens rentrent donc bredouilles sans aucun point de ce déplacement, mais ils vont se remettre au travail le lundi qui suit, toujours en espérant éviter toute remontée de l'épidémie afin de pouvoir continuer à jouer des matchs et à s'entraîner. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo suivie de vos fictions de Noël de l'après-midi. Quant à moi, je vous retrouve ce soir pour un tout nouveau rendez-vous avec l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous.